Jugé recevable à l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances exercice 2025 présenté par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka pèse 49 846,8 milliards de francs congolais, soit 18,5 milliards de dollars américains, avec une hausse significative de 21,6% par rapport à la loi de finances 2024. Ce projet de loi renseigne un accroissement des crédits alloués au secteur de l'investissement, de l'agriculture, pêche et élevage, ainsi que de la défense et la sécurité. Mandaté par l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguetekei, l'inspecteur général des finances, chef des brigades des provinces et entités territoriales décentralisées, Christophe Bitasimois, est allé participer à une conférence organisée par les membres du Rassemblement des leaders pour le développement Ralea Dansi. Il a présenté l'inspection générale des finances dans son combat de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement que vous présente Didi Mavambou, Nombolo Pepe. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci d'être nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette nouvelle édition de Fiscalité et Développement, magazine d'information économique, financière et dossier de développement en République démocratique du Congo. Le projet de loi de finances exercice 2025 présenté par la chef du gouvernement devant les élus du peuple pèse 49 846,8 milliards de francs congolais, soit 18,5 milliards de dollars américains avec une hausse significative de 21,6% par rapport à la loi de finances 2024. Ce projet de loi renseigne un accroissement de 18,2% des crédits alloués aux investissements, 16,4% secteur de l'agriculture, pêche et élevage, passant de 3 284,1 milliards de francs congolais à 3 824 milliards de francs congolais, pour ne citer que cela. Plus de détails dans ces récits signés Jocelyn Lombababa. Les projets de loi de finances pour l'exercice 2025, présentés en équilibre tant en recettes qu'en dépenses, chiffrés à 49 846,8 milliards de francs congolais, soit 18,5 milliards de dollars américains, représentant une hausse significative de 21,6% par rapport à la loi de finances de 2024. Après avoir présenté l'économie de ces textes des projets de loi devant la représentation nationale, la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a suivi pendant plus de 12 heures le débat général qui s'en est suivi avant son adoption par une majorité écrasante. En ce qui concerne les crédits alloués aux investissements, ils sont passés de 15,1% en 2024 à 48,4% en 2025, soit une hausse significative de 18,2% par rapport à l'année passée. Dans le secteur de la sécurité, le gouvernement a augmenté le budget alloué à 25,2% visant à renforcer les forces armées et de sécurité. Pour d'autres secteurs pro-pauvres, notamment celui de l'agriculture, pêche et élevage, bénéficiera d'un accroissement de 16,4%, faisant passer les crédits alloués à 3 284,1 milliards de francs congolais en 2024 à 3 824 milliards de francs congolais en 2025. Cette augmentation vise à soutenir la sécurité alimentaire et à promouvoir le développement rural. Les préoccupations des députés nationaux ont essentiellement porté sur des questions de nature à améliorer ces projets de loi de finances 2025 qui vient de l'exécutif national conformément à l'article 126 de la Constitution. La loi de finances pour l'exercice 2025, présentée par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka à l'Assemblée nationale, s'inscrit dans une dynamique d'améliorer la vie du peuple congolais et d'investir en faveur du développement de la République démocratique du Congo. Ce projet a été élaboré conformément à notre Constitution et à la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques tel que modifié à ce jour. Ce moment marque une étape cruciale dans l'élaboration de notre cadre budgétaire national
et témoigne de notre engagement collectif à bâtir un avenir prospère pour la République démocratique du Congo. Le projet de loi de finances que j'ai l'honneur de vous soumettre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme d'action du gouvernement. Sur le plan budgétaire, la trajectoire pour la mise en œuvre de ce programme est définie dans le cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027, qui fixe les grandes lignes des dépenses projetées et la trajectoire des ressources susceptibles d'être mobilisées au cours des 3 prochaines années. Ainsi, j'ai l'honneur de faire appel à votre sens de la responsabilité patriotique afin que vous déclariez recevable notre projet de loi de finances pour l'année 2025. Déclaré recevable, le projet de loi de finances 2025 sera envoyé à la Commission économique et financière ECOFIN de la Chambre basse du Parlement pour un examen approfondi. Après analyse par la Commission ECOFIN, le texte reviendra à la plénière pour adoption article par article, puis envoyé au Sénat pour une deuxième lecture. Justement, ce projet de loi de finances pour l'exercice 2025 a fait l'objet d'une analyse en profondeur par les organisations de la société civile grâce au projet d'amélioration du recouvrement des recettes et des dépenses en RDC encore, financé par la Banque mondiale sous la coordination du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF. C'était du 29 octobre au 2 novembre 2024 à la salle Garamba du site Tembeda Tembe dans la commune de Lingwa. La prise Kasekana Lutete Fanfamakitu Doma. Durant 5 jours, soit du 29 octobre au 2 novembre 2024, une centaine d'hommes et des femmes des organisations de la société civile se sont consacrés à l'analyse minutieuse du projet de loi des finances exercice 2025. 7 secteurs ont fait l'objet d'examens, parmi lesquels la santé, l'éducation, l'agriculture, pêche et élevage, ainsi que la sécurité, les infrastructures, le genre et les ressources naturelles. Dans les domaines transversaux, ces membres de la société civile ont aussi analysé les aspects globaux des finances publiques. Sur ces, les observations faites par la société civile dans le projet des budgets 2025 font état des régressions dans les secteurs de la santé et de l'éducation par rapport au budget 2024. Des efforts doivent être consentis par le gouvernement congolais pour améliorer les niveaux de mobilisation des recettes en vue de donner à l'État congolais le moyen de sa politique. Si nous avons des difficultés au niveau de la pression sociale par rapport à la demande qui est de plus en plus forte sur les questions qui intéressent la population, c'est parce que tout simplement au niveau des recettes, il n'y a pas, si vous voulez, un suivi. Nous pensons qu'avec des mesures très appropriées, on peut arriver à améliorer les recettes. Tenez par exemple, il y a une étude de la Banque mondiale qui affirme que avec l'environnement de la RDC, ses forêts, ses tourbières et tout ce que nous avons, le Congo peut en tirer par an au moins 324 milliards de dollars. Donc c'est dans cette proportion-là. Alors vous imaginez un peu, jusqu'à présent, notre budget n'a même pas encore atteint les 20 milliards. Nous sommes très très loin de ce que nous pouvons engranger par rapport à notre potentiel. Et donc, nous pensons que si le gouvernement prend des mesures pour être beaucoup plus regardant, à mettre le contrôle sur les rentrées des péages, sur les routes, RDC, Ouganda, RDC, Zambie et partout. Donc nous pouvons avoir des moyens de pouvoir faire face à la demande qui est toujours croissante
au niveau de la population. Plusieurs recommandations ont été formulées au cours de cet atelier organisé grâce au projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC encore, financé par la Banque mondiale sous la coordination du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF. Après ces travaux, la prochaine étape pour les organisations de la société civile, c'est le dépôt des recommandations au niveau de la Commission économico-financière de l'Assemblée nationale et du Sénat. Participation au Conseil des ministres tenu à la Cité de l'Union africaine et échange avec la délégation de l'équipe pays du Fonds monétaire international. Voici les deux activités qui ont marqué la semaine du ministre des Finances Doudou Fouamba Likunde Libotaye du 28 octobre au 2 novembre 2024. Plus de précisions dans ce condensé de Priska Sekana Lutete. À la suite des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale, le ministre des Finances Doudou Fouamba Likunde Libotaye a présidé une réunion de forte envergure au ministère des Finances avec une équipe pays du Fonds monétaire international conduite par Calixte Aokpossi qui a effectué une mission officielle en RDC pour négocier un nouveau programme économique et classique comme celui achevé en juillet dernier. C'était le jeudi 31 octobre 2024. À travers ces nouveaux programmes économiques soutenus par la facilité élargie des crédits FEC et le programme au titre des fonds de résilience et de durabilité, le gouvernement congolais pourrait mobiliser jusqu'à 2,5 milliards de dollars américains. Le vendredi 1er novembre 2024, lors du Conseil de ministres présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre des Finances Doudou Fouamba Likunde Libotaye a annoncé l'arrivée à Kinshasa de la mission du Fonds monétaire international FMI venue pour amorcer les négociations du programme des facilités élargies des crédits FEC et le programme au titre du Fonds de résilience et de durabilité dans la période allant du 30 octobre au 14 novembre 2024. Le ministre des Finances a souligné qu'un montant total de 2,5 milliards de dollars sera mobilisé sur une période de 3 ans repartie comme suit. 1,5 milliard pour la facilité élargie de crédit et 1 milliard pour la FRD à condition que les réformes proposées soient ambitieuses et bien mises à exécution. Contrairement au programme de la facilité élargie de crédit, dont les décaissements sont destinés à renforcer les réserves de change afin de répondre aux besoins de la balance de paiement de la Banque centrale du Congo, les souhaits du gouvernement est de solliciter qu'une partie soit allouée aux investissements. Les ressources de la FRD seront directement versées au compte général du Trésor pour financer les politiques publiques du gouvernement. Pour appropriation, le ministre des Finances a fait l'économie de la matrice de mesures potentielles qui seront abordées au cours des négociations. Il a été complété à ces propos par le ministre d'État, ministre du Budget. Et le Conseil a pris acte de cette non-information. Le samedi 2 novembre 2024, Doudou Fouamba Likunde Libotaye préside la cérémonie jumelée des clôtures de l'année des formations 2023-2024 et l'ouverture de l'année 2024-2025 de l'École nationale des finances ENEF. L'Argentine nationale a exhorté les lauréats de l'édition 2024 à être des ambassadeurs de la bonne gouvernance. Ne devenez pas demain les bourreaux des contribuables congolais dans les actes de gestion. Soyez dignes dans ce que vous faites, parce que notre pays, pour qu'il se redresse, il faut que tous ensemble, à l'unisson, comme le veut son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous puissions faire de la lutte contre la corruption une action de notre vie quotidienne, sans relâche. Les détournements des deniers publics devraient être bannis et punis avec toute la plus grande rigueur de la loi. Vous devrez être des ambassadeurs et des ambassadrices de la bonne gouvernance, de l'éthique.
Faisons d'une pierre deux coups. Ce même samedi 2 novembre 2024, le ministre des Finances et celui de l'enseignement supérieur ont signé une convention d'assurance à l'Hôtel du Fleuve pour renforcer la protection sociale des professeurs d'université. Cette initiative historique inclut des assurances santé, invalidité et obsèques adaptées aux besoins spécifiques des enseignants. Mandaté par l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alingueteke, et l'inspecteur général des finances, chef de brigade de province et entité territoriale décentralisée, Christophe Bitasuma, est allé participer à une conférence organisée par le membre du Rassemblement des leaders pour le développement Khalid. Il a présenté l'inspection générale des finances dans son combat de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. C'était le samedi 26 octobre 2024 dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Après les jeunes protestants, l'inspecteur général des finances, chef de brigade dans des provinces et entités territoriales décentralisées, Christophe Bitasima, a été mandaté à nouveau par le chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Alingueteke, samedi 26 octobre 2024, pour prendre part à la conférence organisée par les membres du RALID. Entendez par là le rassemblement des leaders pour le développement. Comme partout ailleurs, le représentant de Jules Alingueteke a dans son exercice pédagogique présenté l'inspection générale des finances dans son combat de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics en partant du bilan de 2019 jusqu'en 2023. Ayant été face aux jeunes, l'inspecteur général des finances, Christophe Bitasima, a saisi l'occasion pour inviter les uns et les autres à prendre leurs responsabilités en vue de lutter contre les antivaleurs, dont la corruption sous toutes ses formes. Et la jeunesse est un peu en charnière entre la famille et les responsabilités. Les jeunes sont encore à la maison, pour la plupart, et demain, c'est eux qui vont prendre en main les responsabilités, les rênes du pays à tous les niveaux. Donc, lorsqu'on cible les jeunes comme une partie de la population à sensibiliser, nous pensons que nous sommes dans les bons. Et des occasions comme ça sont des occasions qui nous permettent justement de passer le message et leur inculquer les bonnes valeurs pour que demain, ils puissent redresser la pente. Un message très bien capté par l'assistance qui promet de faire le relais. Et le président du RALID, pour sa part, a loué le travail qu'abat l'inspection générale des finances. Déjà, il s'avère très important d'avoir l'IGF dans ce genre d'activité parce que il n'y a pas mieux que de préparer les décideurs de demain, dès aujourd'hui, à ne pas être des délinquants sur le plan de la gestion. Donc, il nous a été très bénéfique et très important d'avoir l'IGF. Et vous avez bien suivi les propos de M. l'inspecteur général des finances qui a martelé sur comment on devrait déjà se comporter en famille lorsqu'on est élevé jusqu'à arriver dans les institutions. L'inspection générale des finances, ce service qui suit à la lettre les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'implémenter la bonne gouvernance, travaille aussi dans un principe de redevabilité vis-à-vis des populations, d'où sa participation à ce forum. Le bien-être du personnel douanier préoccupe au plus haut point le directeur général de Douanes et Axis, Bernard Kabese Moussangou. Il en fait son cheval de bataille en vue de favoriser une meilleure mobilisation des recettes douanières. C'est ainsi qu'en ce jour, dernièrement dans la nouvelle province douanière du Lalaba, il a appelé tous les gabelous à travers ceux de Kolwezi à adhérer cordialement au plan de sécurité sociale qui est en train de se familiariser avec les personnels actifs. Explication de Lambert Maramazani depuis Lubumbashi. La profession douanière est l'une des premières visées par des personnes à la recherche de l'emploi dans l'administration publique en République démocratique du Congo. Le douanier est donc souvent réputé, perçu comme un des rares agents de l'État congolais qui vit mieux.
Certes, ceci est dû entre autres à certains avantages du métier tels que la rétrocession, les contentieux et autres dispositions qui procurent aux douaniers un certain bien-être. Mais à la retraite, ces facilités cessent rapidement habituellement et l'on observe souvent une dégringolade, une misère, tant la sécurité sociale gouvernementale ne sait vraiment lui assurer convenablement ses vieux jours. D'où la création, il y a quelques années, de la Caisse de solidarité pour le financement de la pension complémentaire de retraite. Cette caisse-là devrait résoudre certains problèmes de trésorerie que rencontre la direction générale actuellement pour payer les différents retraités, pour payer la pension complémentaire aux différents retraités, parce qu'on a essayé de faire comprendre aux cadres et agents que d'ici 20 ans, nous aurons plus, si toute chose reste égale par ailleurs, nous aurons plus de 3000 retraités. C'est déjà actuellement, la DG a des problèmes pour payer la pension complémentaire à 875 agents. On leur a montré les dangers que nous étions en train de courir d'ici 20 années. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui adhère à cette philosophie. Parfois, des remous se font entendre parmi les agents lorsqu'ils remarquent sur le fiche de paye une petite soustraction contributive. En séjour à Colosie, le directeur général Bernard Kabessé n'a pas hésité dès les premières minutes à l'issue de son accueil dans la capitale mondiale du cobalt d'échanger avec la délégation syndicale et le personnel sur le bien fondé de cette caisse des solidarités. Aujourd'hui, vous êtes actifs, demain, vous serez actifs. Ceux qui viendront après nous, dans la chaîne de solidarité, devront maintenir ce niveau de recettes pour pouvoir pérenniser, n'est-ce pas, tout ce qu'on a comme chaîne de solidarité, parce que la retraite nous guette tous. Et demain, quand vous serez à la retraite, vous aurez besoin de ce niveau. Vous aurez besoin, parce qu'à un certain âge, on devient vulnérable, on va développer des maladies chroniques et tout le reste. Et donc, il faut, ensemble, qu'aujourd'hui, on puisse mettre en œuvre tous les mécanismes pour pérenniser le travail, améliorer, donner à l'État ce qui est dû, et bien entendu pouvoir améliorer la situation générale de toutes les personnes, les hommes et les femmes que vous êtes, qui se consacrent au service public. D'où la nécessité de vulgariser davantage ce mode de financement des vieux jours des douaniers. Déjà que les centres médicaux de l'administration douanière commencent à devenir une véritable charge fixe très importante pour l'administration douanière et que les nouvelles provinces douanières réclament déjà la construction de leurs entités des centres médicaux. Nous n'avons pas de centre médical depuis que ces bureaux fonctionnent. Nous n'avons pas non plus même un abonnement dans un centre médical ici où les agents peuvent être pris en charge, ne fût-ce que pour les premiers soins. Et il y avait bien entendu le problème des centres médicaux. Les réunions se sont tenues à la direction générale. On a eu des échanges très fructueux, on a eu des résolutions, des conclusions qui ont été faites. La première phase a été achevée, on a trouvé nécessaire de prolonger les discussions. C'est ce qui a été fait, je crois que le président l'a rappelé. La démarche de l'employeur que je suis, c'est de pouvoir mettre les agents dans les conditions optimales de travail. Les soins médicaux, oui, il faut qu'on ait un esprit sain dans un corps sain. Rappelons qu'à Lubumbashi, le grand centre médical en construction depuis 5 ans n'est jamais opérationnel. Ça, c'était une parenthèse. Pourtant, Bernard Kabessé et tout son comité tiennent à la santé du personnel, gage des meilleures dispositions pour un travail assidu en vue de la maximisation des recettes. Un corps sain, dans un esprit sain, c'est cet adage qui inspire le directeur général des douanes et axes lorsqu'il pense pérenniser et renforcer le système de sécurité sociale et initie des cadres de concertation avec la délégation syndicale pour des options plus pragmatiques en ce qui concerne la prise en charge des malades de la douane par rapport au centre de santé de la DGDA et au partenariat avec différentes grandes formations médicales du pays. En attendant, prenez soin de vous et pensez à vos vieux jours, d'Exit, Bernard Kabessé Moussangou, depuis Lubumbashi, Lambert Yoma pour Fiscalité et Développement. Un mois après le lancement des travaux de réhabilitation du pont Renga qui s'est effondré dans le village de Bouéremana, territoire de Massissi au Nord Kivu, on note une certaine
évolution grâce au soutien financier du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami, accompagné du directeur provincial du FPI de Deux-Kivu, s'est rendu sur place pour évaluer l'avancement des travaux. Il a constaté un important travail de sécurité réalisé par les FARDC, une bonne progression du chantier ainsi que des travaux complémentaires en fonction de résultats attendus. C'est un reportage réalisé par la cellule de communication du Fonds de promotion de l'industrie. De grand matin, la délégation conduite par le gouverneur militaire du Nord Kivu se pose à Bweremana via le lac Kivu. Sur place, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, accompagné du directeur régional FPI, pourvoyeur financier du projet de réhabilitation du pont Ringa à Bweremana et quelques services techniques, inspectent le chantier et ses environs, à la satisfaction du directeur. Nous remercions d'abord l'Excellence pour cette promptitude avec laquelle il est en train de suivre les travaux. Ce n'est pas donné à tous les autres. Même au niveau du FPI, nous les félicitons. Il y a un mois jour pour jour, on avait lancé les travaux. Nous sommes sur le terrain, dans les chantiers. Nous trouvons que les travaux évoluent à merveille. C'est vrai, comme l'Excellence l'a dit, nous sommes allés jusqu'au fond là, presque à 750 mètres d'ici. On a trouvé qu'il y a encore des travaux à faire. Lesquels travaux? On doit ériger des murs de soutènement, mais qui n'avaient pas été repris dans le besoin, ou dans l'état des besoins qui avait été formulé, déposé au niveau du FPI. Je ne suis qu'un représentant. Je ferai les rapports acquis des droits pour que ce travail soit bien fait, afin que nous ne puissions pas perdre demain ou après-demain ces ponts ici. Mais en bref, le travail évolue. Nous sommes sur le terrain, nous avons vu des matériaux qui sont là. On a vu les travailleurs en train de faire le travail comme il se doit. Et par là, je voulais aussi remercier le Mont Gabaon, l'ingénieur, ou ceux qui ont gagné le marché pour ce travail. Nous souhaiterons vraiment qu'ils le fassent comme ils sont en train de le faire pour que d'ici peut-être la fin de l'année, que ces ponts soient réhabilités totalement. Justin Molangui est ingénieur de l'entreprise Mont Gabaon, exécutrice du projet. Il décrit le chantier. Ce qui est fait concrètement, c'est d'abord la réorientation des eaux sur son acier lit. Cela n'a pas été prévu par les études qui ont été exécutées préalablement. Mais nous l'avons fait d'abord pour pouvoir protéger les végétations qui sont tout autour de nous, ainsi que les ponts aussi. Et afin que nous puissions aussi travailler dans toute sécurité. Nous avons effectué nos fouilles pour ériger notre fondation. Et nous sommes prêts déjà, d'ici la semaine prochaine, nous allons lancer les travaux de maçonnerie. Tout en félicitant l'armée pour la sécurisation du terroir, les chefs de l'exécutif invitent au reboisement afin de protéger l'ouvrage. Vous connaissez que nous sommes en train d'exécuter le plan d'action du gouvernement, impulsé par l'idéologie du président de la République, commandant suprême, surtout de développer les villes et les territoires. Je dois féliciter les FARDC et les Wazalendo. Ici, nous sommes en train de faire le travail au front, mais les FARDC et les Wazalendo ont pu éloigner la menace pour permettre à ce que les travaux se passent dans la quiétude. Aussi, il faut ajouter que je venais de dire au chef local d'essayer de profiter de ces travaux, les reboisements. Nous devons reboiser les collines parce que si on réhabilite les ponts, on essaie de sécuriser les digues avec les travaux de maçonnerie. Sans reboisement, ça sera un travail inutile parce que ça sera de courte durée. Voilà un peu l'appel que je fais au chef local. Sauf obstacle, ces travaux se clôturent en décembre 2024. De son retour à Goma, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a visité 250 mètres d'asphalte posés sur l'avenue du Port, un grand chantier et bijou à Goma sous financement de la province du Nord Kivu. Un avis d'appel d'offres nationales sans préqualification sur l'acquisition de différents imprimés de promotion du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Priska Sekanalutété pour la lecture. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI, dans le cadre de son budget d'investissement, désire acquérir certains équipements et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché d'acquisition des différents imprimés des promotions pour le FPI en 2 lots distincts.
Premier lot, impression des calendriers murales, calendrier de table, agenda, carte de vœux et dépliants en version anglaise et française, farde à rabat et bloc-notes. Deuxième lot, impression des t-shirts FPI, t-shirt FPI avec col, képi FPI, kakemono X-stand FPI, pagne FPI, banderole et drapelets FPI. Les variantes ne pourront pas être prises en considération. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après, 4 avenue Lokele, Kinshasa, Gombe, RDC, au plus tard le lundi 21 octobre 2024 à 15h heure locale. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire d'offre d'un montant équivalent à 1% du montant de chaque lot valide pour une période de 30 jours de plus que la validité des offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours calendaires à compter de la date limite de soumission. C'est un avis d'appel d'offres nationales sans préqualification signé personne responsable des marchés, Moudimou Tshisekedi Bertin. Dirigée par sa directrice générale Monique Gieskes, la société Plantation et Huileries du Congo, PHC, est sans nul doute la plus grande entreprise agroalimentaire de la RDC sur le plan du capital humain et de production, avec plus de 10 000 employés directs. En 3 ans, la production d'huile de palme est passée de 45 000 tonnes par an en 2020 à 80 000 tonnes en 2023 et se propose de produire 100 000 tonnes d'huile de palme par an en 2025. Regardez. En tant que l'un des plus grands producteurs d'huile de palme en Afrique centrale, Plantation et Huileries du Congo jouent un rôle clé dans le secteur agricole de la République démocratique du Congo, avec pour vision créer une prospérité partagée grâce à l'agribusiness. Existant depuis plus d'un siècle, PHC est la première société de production d'huile de palme en RDC. C'est sous le leadership congolais mis en place par l'actionnaire majoritaire, Kuramo Capital Management, la société est passée d'une production de 45 000 tonnes en 2021 à 80 000 tonnes en 2023, et ce grâce au plan de travail et aux procédures opérationnelles sous le leadership de Madame Monique Gieskes. Pour faire fonctionner toutes les étendues plantées de palmiers à huile, soit plus de 100 000 hectares de terre au sein de ces concessions, il faut un apport humain conséquent. Pour cela, la société emploie 10 000 personnes avec des avantages sociaux, repartis entre Kinshasa et 3 provinces, précisément à Lokutu, Boteka et Yaligimba. Une fois l'huile produite, son circuit de mise en vente forme une attractivité qui touche des milliers de ménages indirectement, avec une approche qui permet de mettre en place une économie partagée, dont l'avantage est de participer activement à la condition de vie des populations, comme avec la construction et la mise à disposition de 24 écoles aux communautés, le fourrage et l'entretien de 70 bornes fontaines, la disposition de 3 centres de santé, 18 dispensaires et 4 hôpitaux pour contribuer à la fois au bien-être de la population qu'à son implication dans le processus de développement et de la vision qu'entretient PHC autour de la prospérité partagée. Et c'est dans ce cadre également que la société a lancé depuis septembre 2023 la Fondation PHC, en vue d'amplifier ses actions pour plus d'impact. Pour PHC, créer une prospérité partagée grâce à l'agribusiness, c'est appuyer les agriculteurs locaux dans la production des semences de bonne qualité de cultures vivrières. Toujours dans le cadre de la redynamisation des économies locales, PHC travaille avec les planteurs locaux à qui elle apporte un appui technique en leur octroyant des semences de qualité, produites par son centre de recherche d'agriculture tropicale, CREATI. PHC, créer une prospérité partagée grâce à l'agribusiness. Voyons maintenant les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur le marché de Kinshasa avec Céline Boumba, Angelani Lagrasse.
Ouvrons ces tours d'horizon des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les différents grands marchés de la ville-province de Kinshasa avec le poisson malois, dont un carton de 20 kilos se vend à 188 000 francs congolais au marché de la Liberté, 201 000 francs congolais au marché Zigida, 800 000 francs congolais au marché Gambela et 200 000 francs congolais au marché Matete. Pour le produit sec, le prix d'un sac de riz de 25 kg de la marque BB coûte 78 000 francs congolais au marché de la Liberté, 78 500 francs congolais à la fois au marché des Zigida, Gambela et Matete. Du côté légumes, sachez qu'une botte de feuilles de patates douces appelée en lingala matembele se vend à 1500 francs congolais à la fois au marché de la Liberté et Matete et à 2000 francs congolais au marché Zigida et Gambela. Concernant un bidon d'huile végétale de 5 litres de la marque Regina produite par l'entreprise Palmco, elle coûte 27 500 francs congolais au marché de la Liberté et 28 500 francs congolais à la fois au marché des Zigida, Gambela et Matete. Bouclons ces tours d'horizon des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation avec la mangue, dont 4 fruits se vendent à 1500 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Telles sont les tendances des prix de quelques produits alimentaires de grande consommation collectés au samedi 2 novembre 2024 par la rédaction de l'agence Galaxy Media sur les différents grands marchés de Kinshasa. À présent, le nouvel de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 2 novembre 2024. Baisse du cours du pétrole à la clôture de la semaine sur le marché international. À New York, le baril de l'or noir a valu 69,35 $, en chute de 1,81%. Et à Londres, il a coûté 72,94 $, en baisse de 0,31%. Le cours du gaz naturel, par contre, est en hausse de 0,53%, valant 266 $ les kilowattheures. Côté métaux, le cours du cuivre a accru de 0,19%, se négociant à 9 373,38 $ la tonne. Celui du cobalt s'est maintenu à 24 300 $ la tonne et de l'or s'est fixé à 2 735,22 $ l'once. Côté principaux produits céréaliers, la tonne du maïs a coûté 415 $, en baisse de 0,06%. Chute du cours du riz de 0,17%, négocié à 14,83 $ la tonne. Par contre, le cours du blé a connu une hausse de 0,13%, se vendant à 568 $ la tonne. Pour les autres produits agricoles, sachez que le cours du café a reculé de 1,20%, se négociant à 243 $ la tonne. Celui du cacao a grimpé de 0,10%, valant 7 341 $ la tonne. Et le cours du coton est en hausse de 0,86%, coûtant 70 $ la tonne. Avant de boucler ce numéro de fiscalité et développement, je vous convie à suivre ces sketchs de sensibilisation sur le respect des procédures dans le paiement de la dette envers l'État concernant la contravention routière qui s'est fait sous l'encadrement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard. Kalisanga baya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa Congo ezali moya ya population bakonzi bayoka na matoi bato a Congo oye bato a Congo oye
Oh, mais c'est quoi ça? Sens interdit, défaut de documents de bord, contravention. Allez, permis de conduire, carte rose. Oh, $100. Sinon, avec la DGRAD au bureau, tu vas payer très cher. Quel très cher? Allô, ve? Ve, et on a petit non. Bakangi ngati ve. Bakangi pas roulagement quoi. Ve, solane. Mais personne n'était, ve. Ah. Ve. Bon. Naka petit na wa ve na ngai. Ve. Naka petit na ve. Ve. Si maman 60 ba petit ba sauver na palais ga. Oh, pourquoi solane solana oh. Jamais. On va au bureau. On va au bureau. On va au bureau. Mon commissaire, comme d'habitude. Mon nom PJ, je suis ton petit frère, hein? Petit frère. Hey! Un policier ne touche pas à l'argent de l'État. Tu vas me créer des problèmes. Mon commissaire, c'est 60. C'est $60, mon commissaire. Mon commissaire, montre-moi alors le taux de l'État. Pour quelle infraction? Circulation à gauche, $20 à $50. Défaut de documents de bord, $20 à $35 à payer à la banque après le retrait de la note de perception auprès de l'agent de la DGRAD et après être entendu sur PV. Merci, mon commissaire. Mon commissaire, et le rapport du commandant, commissaire, donc toi, tout ce qu'on nous raconte à la parade, tu somnoles ou tu captes le message? Hein? Mon commissaire, j'ai souffert pour avoir ce contrevenant. Et voilà maintenant, tu me fais rater de l'argent. Que vient faire la DGRAD dans une affaire policière? Ngalouf. Warok, mon commissaire. Ngalouf. La police est un service d'assiette de l'État. C'est-à-dire tout ce que nous collectons comme amende transactionnelle à la PCR, police territoriale, police judiciaire, ce sont des recettes non fiscales. Ça doit entrer dans la caisse de l'État pour contribuer au budget de notre pays. C'est une façon d'appuyer la vision du chef de l'État, ce qui va permettre de construire des routes, de payer nos soldes, d'acheter nos équipements, contribuer à la gratuité de l'enseignement et autres. C'est comme ça maintenant, mon commissaire. Je suis agent de l'État et mes postes sont de l'État. Le service habilité à ordonnancer, c'est la DGRAD. Mon commissaire, quand nous on interceptait les infractions sous le soleil, est-ce que DGRAD était là? Messieurs, en cas de violation de code de la route, il ne faut jamais payer auprès des policiers. C'est la corruption et c'est une infraction. Le policier doit établir un avis de contravention. Avec ça, il vous achemine devant l'OPJ que je suis pour être entendu sur PV. Après établissement du PV d'audition, il va établir un PV de proposition d'amende transactionnelle en imprimé. En imprimé de valeur, s'il vous plaît. Si c'est un simple papier duplicateur, il faut refuser. Voilà, jusque-là, je ne vois pas la DGRAD. C'est avec ce PV que tu vas te présenter auprès de l'agent de la DGRAD pour la note de perception. Mon commissaire, la DGRAD donne seulement la note de perception et le paiement, c'est à la police. Mais non! Avec la note de perception, le contrevenant va payer à la banque. Tout ça après constatation, liquidation et ordonnancement. Mon commissaire, si je comprends bien, les infractions c'est nous et le recouvrement c'est la DGRAD. Oui, c'est lui le receveur de l'État. Donc il faut encore aller à la banque. Mais là ça devient compliqué. Oui. Et d'ailleurs bientôt il y aura les ATM à proximité pour faciliter le paiement. Et pour vous les agents qualifiés, le service de la police n'est pas mort. Bientôt il y aura une mission de contrôle. Mon OPJ, et comment récupérer les véhicules? Après le paiement à la banque, tu amènes la preuve de paiement. Si on refuse de libérer ton véhicule,
Eh bien, tu appelles au numéro 114. C'est l'inspection générale. Mon commissaire, prenons seulement pour une dernière fois. Jamais. Le commissaire général et l'inspecteur général veillent sur la procédure. Tu risques de passer un séjour à Ndolo, hein? Pense à ta famille. Mbongo ya l'État, namaboko ya Dégérade. Namabenga ya policier té. L'argent de l'État à la banque après note de perception de la Dégérade. Pas dans nos poches. Tosagani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Voilà, cette édition du magazine Fiscalité et Développement est ainsi terminée. Merci de nous avoir suivis depuis la ville de Matadi. Nous sommes là dans la province du Congo central. Le programme continue sur votre chaîne.